kalima pour Monsieur Gilles Dever, Maître Gilles Dever, qui va, donc la parole est à vous. Merci, une autre fois. Merci beaucoup. Monsieur l'ambassadeur, monsieur le bâtonnier, messieurs les bâtonniers, mes chers confrères, chers amis, je voudrais d'abord vous dire à quel point je suis heureux et combien je me sens bien à Tunis, au cœur de la société tunisienne. Et je le dis avec vraiment simplicité et chaleur, parce que je ne trouve pas toujours ni cette simplicité, ni cette chaleur dans les sociétés occidentales, et en particulier en France, où il reste un climat mauvais et qui repose sur des analyses qui sont fausses, mais qui font qu'hélas, je ne retrouve pas du tout, même dans la profession, cette adhésion à la cause qui devrait être si simple, vu qu'il s'agit de défendre, comme vous le dites, monsieur l'ambassadeur, monsieur le bâtonnier, l'être humain. Et se retrouver simplement au cœur de vous-même en disant qu'un Palestinien est un être humain comme tous les autres, qu'il a les mêmes droits, que la société doit protéger les droits individuels et collectifs du peuple, sans entrer tout de suite dans la complexité, d'abord de poser ce principe qu'un enfant palestinien se défend comme un autre, que chacun est égal à l'autre. Ces principes-là, hélas, sont en train d'être dissipés dans des sociétés qui se proclament avec un rôle moral et qui sont en échec. Donc vraiment, merci pour l'invitation, merci pour votre présence, pour tout ce que je connais et ce que je vois encore aujourd'hui de la société tunisienne. Je vais ensuite dire à quel point je suis heureux d'être ici dans la maison des avocats, parce que l'acte qui nous unit ici, qui nous amène ici, c'est un acte d'avocat. C'est-à-dire que nous avons déposé une plainte. Cette plainte, c'est un acte d'avocat pour bloquer, pour s'opposer à une opération militaire. Et pour les avocats, je crois que c'est un défi, c'est aussi un champ nouveau qui s'ouvre, à savoir que défenseurs des droits de l'homme, nous sommes les défenseurs face à des agressions militaires, et les avocats n'ont pas à abandonner le terrain en disant, vu que c'est l'armée qui agresse, on ne peut plus faire. Non, les droits de l'homme, on doit se battre sur l'idée que c'est un universalisme, et cet universalisme fait qu'on se lève face à l'armée israélienne pour dire, vous êtes des criminels, vous n'êtes plus des soldats. Voilà. Donc et je crois que nous avons à travailler collectivement avec ce qui se passe en Tunisie, mais également dans tous les barreaux du Maghreb, d'Afrique et d'ailleurs, à réfléchir comment les professionnels et la profession peut s'organiser pour se mettre au défi de ce champ nouveau d'affirmation que face à une armée aveugle et criminelle, les avocats se dressent, font leur métier, saisissent les juges et obtiennent des jugements. Il n'y a pas de raison de ne pas utiliser pleinement cela, surtout que la procédure nous le permet. Je viens maintenant à cette procédure devant la Cour pénale internationale, sachant là encore que la Tunisie est en avance par rapport à bien d'autres pour avoir ratifié le traité de la Cour. Et oui, c'est quelque chose qui compte beaucoup. Donc moi, je ne suis pas admiratif et je n'ai pas une focalisation sur la Cour pénale. C'est un outil qui a beaucoup de défauts. C'est un outil qui a beaucoup trop de complexité. C'est un outil qui est sous beaucoup trop d'influence. Mais c'est celui qui marche. C'est pas le seul. Vu que nous pouvons agir devant certaines juridictions internationales, comme européennes, nous pouvons agir devant des juridictions nationales, sur des questions de torture par exemple, sur les doubles nationaux. Je pense pouvoir l'exposer aujourd'hui, cet après-midi ou ce matin, une procédure devant le comité des droits de l'enfant de l'ONU,
qui est une procédure à faire au nom des enfants de Gaza. Donc c'est pas la CPI ou rien d'autre, c'est la CPI dans un ensemble. Et là, je m'adresse à des avocats en disant, utilisons toutes nos compétences, tous nos savoirs pour aller devant toutes les juridictions, toujours basées sur l'égalité de droit stricte, on n'en discutera jamais. Et ensuite, l'égalité de droit nous amène à construire un système où effectivement, monsieur l'ambassadeur, les Palestiniens vont être porteurs d'avenir parce que ce droit s'écrit à partir de la cause palestinienne. Donc, la CPI, elle a des défauts, mais je suis là pour aller au cœur du sujet et vous dire, oui, c'est facile de critiquer le procureur et je pourrais vous le faire pendant toute la journée, mais c'est facile de dire la lenteur de la justice et je pourrais le faire toute la journée. Mais je suis là pour vous dire, il y a à la Cour pénale internationale une équipe qui travaille sur une enquête. Et c'est la seule au monde qui le fait. La Cour, c'est un monde, c'est pas un bâtiment. C'est quelque chose qui est précis. Et on a vraiment des choses qui sont à faire avec eux. J'ai été reçu le 9 novembre. J'ai été reçu le 22 novembre. Nous avons maintenant une nouvelle réunion qui est programmée. Je n'ai pas encore la date à ce jour. Et nous rencontrons des gens qui sont des vrais professionnels et qui exercent leur métier, qui est un métier d'enquêteur. Donc, je vous donne déjà ce message, et là je m'adresse aussi bien à l'opinion qu'à mes confrères avocats. Il y a des équipes d'enquête à la CPI qui travaillent sur le sujet et qui veulent progresser. Quand on a déposé cette plainte, elle a eu beaucoup d'écho, au-delà même de ce que l'on pensait au départ, parce qu'il y a derrière cela 14 ans de travail avec la Cour. Depuis janvier 2009, et Najette, mon amie Najette, précieuse amie qui est avec nous aujourd'hui, était là depuis le premier jour et elle connaît toutes les étapes que nous avons eues. Et vous étiez nombreux, je vois beaucoup de visages amis avec lesquels on a beaucoup travaillé. C'est-à-dire que, monsieur l'ambassadeur, si la Palestine a toute sa place à la CPI, c'est parce qu'il y a eu ce travail des avocats et ensuite le relais, que je ne saluerai jamais assez, du président Abbas, qui, au milieu de toutes les difficultés, a ratifié en tant qu'État le statut de la Cour pénale et qui a su emporter la conviction du secrétaire général de l'ONU, puis de l'Assemblée générale des États partis pour se faire accepter en tant qu'État. Donc moi, je suis avocat français, je ne suis pas palestinien, je ne suis pas musulman, je ne suis pas arabe, j'essaye de voir les choses de manière claire. Voilà. Eh bien, il y a une réussite exceptionnelle du président Abbas qui a pu faire cela au milieu de toutes les difficultés. Parce qu'il y a un ensemble pour dire que les Palestiniens sont liés au terrorisme, etc., etc. On entend ça tous les jours. Mais quand il y a eu la démarche de ce peuple souverain qui ratifie un traité pour dire « je me place sous l'angle du droit international et sous l'autorité de la Cour », c'était une démarche extrêmement positive. Et vous pouvez chercher toutes les démarches, les dépêches qu'il y a pu y avoir sur le site, il n'y en a pas eu une seule venant d'une capitale occidentale pour dire simplement « je félicite le président Abbas pour avoir placé son peuple sous le contrôle et la coopération avec une juridiction internationale ». Ça s'est fait dans l'effort, ça s'est fait dans la contrainte, et c'est vraiment quelque chose. Sans cela, nous ne pourrions pas travailler. Donc, il y a eu le travail des avocats, il y a eu le travail du président Abbas et de tout le corps palestinien qui, depuis, se manifeste auprès de la Cour. Et je vais là encore déblayer une question qui est trop souvent entendue en disant que la Cour, et ça c'est la propagande, c'est une propagande qui nous vient d'Israël, c'est une propagande qui vient des États-Unis, c'est une propagande qui vient des pays occidentaux pour casser notre travail, qui est de dire mais Israël n'a pas reconnu la CPI, donc la CPI ne peut rien faire. Mais ça c'est du révisionnisme. Ça a été jugé au terme d'1 an de procédure par un arrêt très important, un arrêt du 5 février 2021 de la Cour pénale internationale. Ce n'est pas une décision du bureau du procureur, c'est une décision des juges qui a dit la Palestine est un État.
cet État a compétence sur la Cisjordanie, sur Gaza et sur Jérusalem-Est. La Cour, elle n'a pas dit c'est défini les frontières de l'État, elle dit à ce jour c'est comme cela. Voilà. Et elle dit cet État a la compétence pour me transférer, a le pouvoir de me transférer sa compétence. Il y avait des États qui étaient présents, dont l'Allemagne, qui se présente comme le grand supporter, le grand allié d'Israël. Et il y avait des grands professeurs de droit, toute une kyrielle de professeurs de droit qui ont soutenu le point de vue d'Israël, qui était de dire que la Palestine n'est pas un peuple qui a capacité d'accéder à un juge. Et vous voyez, le problème de la société française, cette équipe de professeurs était dirigée par M. Badinter, qui était ministre de la Justice et qui est considéré comme référence des droits de l'homme en France. Voilà le point de vue qu'ils soutenaient, c'est que le peuple palestinien n'a pas accès aux juges. Ils ont perdu. Hein, c'est réglé. Ils ont perdu. Et l'Allemagne, qui pouvait faire appel, n'a pas fait appel. Elle n'a pas osé faire appel. Donc cette question, est-ce que la Cour ait les compétences, c'est tranché. Et quand on va faire une réunion à la Cour, on n'en parle pas une minute. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas une seconde, une minute à se poser la question, mais on travaille, est-ce que ça sert à quelque chose? Des crimes sont commis, ils ont effet sur le territoire, qu'ils soient commis par des Israéliens, des États-Unis, par qui que ce soit, ça entre dans la compétence de la Cour. Voilà. Donc ça, ce sont des acquis qui sont considérables. Il s'est suivi beaucoup de relations, ce qui fait que, effectivement, quand j'ai voulu rédiger cette plainte, que j'ai pris contact avec la Cour, eh bien, on a eu un rendez-vous très rapide, alors que normalement ces rendez-vous sont difficiles à obtenir. On a eu ce rendez-vous parce qu'il y avait tout ce travail, mais on a eu ce rendez-vous parce que, encore une fois, à la Cour, les gens travaillent avec la même conscience que vous évoquez, monsieur le bâtonnier, c'est-à-dire le Palestinien est un être humain et il faut un lieu pour le défendre. Et donc ce message de dire le monde ne sait plus où il en est, vu qu'on a un cerveau que Dieu nous a donné, on a des yeux, et les gens ne voient pas que c'est un crime qui est en train d'être commis. Donc le fait qu'on fasse cette démarche a reçu immédiatement un accueil par la Cour qui nous a dit « venez » et qui a donné grand écho à notre visite. Le reste, vous le savez. Voilà. Donc il y a vraiment une équipe qui travaille, et nous voulions trois choses. La première, c'est que le débat soit posé sur le fait qu'il s'agit bien d'une qualification de génocide. Voilà. C'était pas simplement une agression militaire, c'était pas simplement des crimes de guerre. On veut la qualification de génocide. On voulait un débat universel, fracassant, sur cette question, est-ce qu'Israël commet, oui ou non, un génocide? Bon. Et là, je ne donnais pas une opinion, je faisais état de la jurisprudence. Dans la maison des avocats, quand on reçoit le poids de la jurisprudence nous dit que quand c'était fait pour les Rohingyas, on coupe l'eau, on coupe l'électricité, on prive d'accès aux soins, on détruit les maisons, on raréfie la nourriture, on fait des expulsions forcées, on fait des transferts forcés de population, avec un discours déshumanisant. Ça a été jugé pour les Rohingyas comme le génocide par la destruction du cadre social, des conditions d'existence. Il s'ajoute le blocus et les bombardements massifs. Donc on est tout à fait dans les critères du génocide, et je crois que depuis, on a eu la semaine dernière 60 professeurs de droit qui ont reconnu cette qualification, et une grande fédération des droits de l'homme qui, 2 mois après, rejoint également notre analyse. Donc je crois que maintenant le monde entier parle du génocide palestinien commis par l'armée israélienne, et c'est une excellente chose pour imposer l'idée de principe d'égalité. La deuxième chose que nous souhaitions, c'était qu'il y ait une enquête approfondie de la Cour. Et comme la Cour est critiquée, le bureau du procureur est critiqué, le procureur, il n'a pas besoin d'avocat, il ne prendra pas moi. Bon, mais quand même, je peux dire les choses. Il a fait des déclarations vraiment bizarres, ce procureur. Mais il est comme ça. C'est comme cela. Bon. Franchement, nous sommes avocats. Monsieur le bâtonnier, mes chers confrères, est-ce qu'on arrête sur un dossier parce qu'on ne s'entend pas avec le procureur? C'est notre métier de tous les jours. Et est-ce que le procureur dit « je ne fais plus rien parce que je ne m'entends pas avec les avocats » On est habitué à travailler dans l'opposition, dans la contradiction, et à essayer malgré tout de pousser dans le sens de la justice. Donc le procureur
a entièrement joué le jeu, ça je veux le dire clairement devant vous, vu que ses prédécesseurs faisaient rien. Ils attendaient, parce qu'on a eu 4 cas d'agression militaire précédente, ils ne faisaient rien immédiatement, ils attendaient que le Conseil des droits de l'homme désigne une mission d'enquête, Fact Findings Mission. Cette commission mettait 1 an pour faire son rapport, elle travaillait bien, mais ça mettait à peu près 1 an, elle faisait un rapport comme cela, qui était ensuite transmis au procureur, et le procureur, il faisait quelque chose où il ne faisait pas derrière, voilà, où il faisait des communiqués de presse. Bon. Ça, c'est M. Ocampo, c'est Mme Bensouda. Il y a tous les documents sont ici. Lui, il n'a pas agi comme cela, son équipe. C'est pas que lui qui décide, c'est son équipe. Ils ont ouvert tout de suite une enquête. C'est-à-dire que notre demande, qui est le débat, c'est une chose, et le débat sur le génocide. Deuxièmement, qu'il y ait une enquête approfondie, c'est fait. Je dois être honnête vis-à-vis de la Cour. La Cour n'attend pas, elle ouvre une enquête approfondie et on les a rencontrés. Ce sont des professionnels très aguerris qui ont travaillé sur le Rwanda, sur beaucoup d'autres dossiers. Et une enquête est en cours par une équipe. Une enquête est en cours par une équipe et ils nous demandent, et ils sont sur un cycle urgent. Donc ça aussi, je veux bien l'expliquer. On va devoir juger un jour ou l'autre ce génocide. Il y a 20 000 morts, 60 000 blessés graves, 1,5 million de déplacés et 2,3 millions de victimes, vu que chaque Palestinien de Gaza qui a vécu cela est évidemment traumatisé, que ce soit les enfants, les personnes âgées, tout le monde, les pères de famille, va devoir vivre avec... Donc, il va falloir un travail d'enquête considérable. Ça sera très long. Pourquoi est-ce qu'il y a une enquête urgente maintenant? Parce que, et c'est le 3e point, parce que le procureur se pose clairement la question d'un mandat d'arrêt contre le Premier ministre Netanyahou. Voilà. Et donc, notre travail à ce jour, ce que nous avons à faire cet après-midi, ce que nous avons à faire dans les jours qui viennent, avec une nouvelle rencontre qui est prévue à La Haye, c'est qu'est-ce qu'on peut apporter, non pas comme éléments généraux pour juger le génocide dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, mais maintenant, pour que le procureur, compte tenu des précédents qu'il y a eu à faire Béchir et Poutine, soit amené à saisir la Cour pour obtenir le mandat d'arrêt contre Netanyahou. Et donc ils nous ont demandé, c'était lors de notre dernière réunion, d'isoler certains faits qui ne sont pas forcément les plus graves, parce que pour juger les plus graves, il faudra du temps, mais d'utiliser, de prendre des faits qui ont une qualification de crime de guerre, qui sont plus faciles à qualifier. Un crime de guerre qui implique le Premier ministre. Voilà. Et 1, et 2, et 3. Et de lui amener des faits qui soient incontestables au niveau des preuves. Et qu'avec ces preuves, il puisse ensuite se dire, moi en tant que procureur, je peux convaincre les juges qu'il est raisonnable de délivrer le mandat d'arrêt maintenant. Voilà. C'est-à-dire que ce que l'on fait maintenant, ce n'est pas de la philosophie juridique, c'est ce travail précis sur les preuves. Et je peux vous en donner des exemples, vu que nous sommes chez les avocats et juste à côté du palais de justice, j'étais très touché de le visiter ce matin. C'est la destruction, par exemple, du palais de justice à Gaza, qui est vraiment la volonté. D'abord, c'est pas un bombardement parce qu'il se passerait quelque chose, c'était calme. Ils sont venus le miner et il a été détruit à froid. Voilà. Un bâtiment qui est au peuple. Et c'est un message qui fait passer que disant, vu que ce ne sont pas des êtres humains, ils n'ont même pas besoin de justice. Voilà. Et c'est une volonté qu'on connaît bien du génocidaire qui est de détruire les grands bâtiments et de détruire les archives pour dire, vous-même, vous n'avez pas d'archives. La maison des avocats a été bombardée. Elle a été bombardée pour détruire les archives. Ils sont rentrés, absolument, ils sont rentrés au Parlement aussi. C'est-à-dire que ces 3 éléments, maison des avocats, Parlement et tribunal, qui sont attaqués en tant que tels, sont des crimes de guerre parce que ce ne sont pas des objectifs militaires. Ils mettent en cause directement l'idée de dire à ce peuple qu'il n'a pas besoin de justice parce que depuis quand les chiens ont besoin de justice. Et il y a là derrière l'intention. Pourquoi? Parce que vous n'avez, des telles décisions sont prises sur ordre gouvernemental au plus haut niveau, c'est certain, et qu'on n'a ensuite aucun communiqué du gouvernement disant on s'est trompé, il y a eu quelque chose. Voilà. Et donc on a au bureau une équipe qui travaille tous les jours
pour surveiller toutes les déclarations du gouvernement et du Premier ministre israélien. Quand il y a 3 otages qui ont été tués, des Israéliens qui ont été tués par l'armée israélienne, alors qu'ils étaient avec des drapeaux blancs, on voit à peu près qu'est-ce que c'est que cette armée de tueurs. Bon. Le lendemain, c'est une grande crise. Le Premier ministre dit qu'il est plus bas que par terre. Il dit qu'il n'en a pas dormi, il présente des excuses 3 fois par jour. Donc il est tout à fait en phase avec les décisions et il sait, parce qu'il joue son avenir politique là-dessus, que c'est lui qui décide. Or, quand il y a la destruction du palais de justice, il n'y a pas un mot. Donc il l'accrédite. Et là, je fais référence à des jurisprudences très précises de la Cour sur la responsabilité en crime de guerre entre celui qui le commet, c'est-à-dire le soldat qui va poser les mines et qui fait bombarder, lui il est sous les ordres, donc finalement il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre, de celui qui est dans son bureau, qui donne l'ordre et qui est le principal responsable. Donc on travaille sur ce dossier. J'ai le plaisir d'avoir à côté de moi un haut représentant des journalistes. Je pense qu'il y a un effort à faire au niveau des journalistes se sont manifestés auprès de la Cour. Mais manifester, ça ne suffit pas. Il faut répondre aux critères techniques qui sont attendus, avec des cartes d'identité qu'on peut laisser anonymes. Et donner ces éléments pour dire que ce sont les familles des journalistes et le syndicat. Vu que les ONG, on en reparlera peut-être, mais les syndicats, c'est la vraie vie, c'est ce qui représente les choses. Et donc, il faut s'adresser au procureur. Alors, on a d'autres éléments également, comme la famine en tant que telle. Et donc, on travaille sur ces dossiers. On est en train de faire un mémorandum complet qui sera déposé soit entre Noël et Jour blanc, soit début janvier, selon le rendez-vous qu'on pourra obtenir dans la période, et qui est axé sur ce but, donner des éléments certains qui justifient le mandat d'arrêt contre le Premier ministre. Voilà donc le travail que nous avons à faire. Et ce travail, il faut le faire ensemble. Il nous faut l'appui des barreaux. Moi, je peux faire des choses parce que je suis technicien de cette procédure, parce que cette cour, je commence à la connaître un petit peu, parce qu'on a créé des relations, ce qui fait que quand on écrit, on obtient des réponses. Mais globalement, il y a besoin d'une énorme poussée de la profession d'avocat, et notamment du barreau de Palestine, qui est très présent déjà. Il faut qu'il y ait une énorme poussée des sociétés du monde arabe pour imposer strictement une lecture juridique qui repose sur un principe simple: un être humain est toujours égal à un autre. Et jamais nous ne pouvons accepter que la vie de l'un vaille plus ou moins que la vie d'un autre. Ce qui fait qu'on va se battre aussi bien pour une victime palestinienne que pour une victime israélienne. Je n'ai aucun problème de le dire, vu que toute notre société, elle repose sur le principe d'égalité, et la société, elle devient malade si on oublie ce principe d'égalité. Voilà, je vous remercie. Merci vraiment, Maître Gilles, pour cette belle présentation. Et merci pour votre militantisme et votre humanité. Merci Gilles. Notre ami Gilles, il est vraiment notre ami de toutes les causes justes. Et c'est pas la première fois. Il est vraiment un défenseur des droits et des causes justes. Je vous remercie pour cette présentation encore une fois, Maître Gilles. نحب نوجه شكر خاص للأستاذة نجاة الأدريش اللي هي بيننا وعلى دورها الحقيقة اللي قامت به واللي تقوم به إلى يومنا هذا، برافقة طبعا الأستاذ جيل في مجيئها إلى تونس، ولكن خاصة نشكرها على تنسيقها كما قال ماتر جيل للدفاع منذ سنة 2009. شكرا لكل الأصدقاء.